Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Voyage au centre de la Seine. Alors comme toujours, la vidéo sera présentée en exclusivité pendant une semaine sur Metal News. Donc après, elle vous appartiendra. Donc libre à vous de la commenter, de la liker, de la partager. Et bien sûr, de faire vivre la chaîne. Et après tout, c'est pour tous les fans de l'underground que je fais ça, c'est pas pour la gloire. Et je me dis, plus elle sera visible, plus notre mouvement montrera qu'on n'entend pas se limiter à la dos musicale que nous subissons depuis des lustres. Alors, cette fois-ci, on va s'intéresser, comme je l'avais dit dans la vidéo sur Blockhead, à un élément essentiel de l'ancien underground, à savoir le courrier. Et oui, les plus jeunes d'entre vous, qui sont sevrés au mail, à l'internet, à la communication instantanée, ne peuvent pas forcément comprendre qu'il y fut un moment où la poste était la meilleure alliée des groupes de métal, des fanzines, des associations, de tous les fadas qui faisaient des compilations cassettes ou montaient des labels. Et oui, un temps où le but ultime du défricheur underground était de collecter les adresses les plus exotiques, écrire de sa plus belle plume une lettre à un groupe en espérant une réponse en retour, savoir combien coûtait la démo, qu'il avait vu décrite dans un zine polonais, commander un t-shirt forcément en quantité limitée, ou savoir quand enfin le groupe allait se produire dans le coin. Donc on dépensait évidemment une fortune en temps, même si quelques astuces permettait de faire de substantielles économies, comme par exemple, c'est très connu, mettre de la colle sur le timbre, ce qui permettait, après avoir passé un petit coup d'éponge sur le dit timbre, de récupérer comme neuf. Une lettre qui ne se terminait pas par « Please send back my stamp » n'était pas une vraie lettre underground. Dans cette vidéo, je vais vous présenter quelques lettres de ma collection personnelle, oui, j'ai tout gardé, et si certains d'entre vous se reconnaissent leur prose, qui me pardonnent de les avoir exposées ainsi. Alors en premier lieu, nous avions les lettres que nous nous envoyions entre groupes. J'en ai déjà présenté dans les vidéos où je raconte le destin de telle ou telle entité culte. Et en voici quelques inédites, des lettres reçues de la part de Suppuration, de Nomad, de Lord Blast, de Shud ou d'Aliester, un groupe dont je raconterai un jour l'histoire évidemment. On n'oublie pas quelques lettres étrangères comme celle de Bastard Kestrel, un groupe bien délirant dont nous avions fait la première partie à Nancy. Alors ces punks hardcore de Londres, ils avaient flashé sur notre nom, un peu sur notre musique aussi. Et l'un des musiciens m'avait envoyé leur démo en échange d'un t-shirt. Il faut dire qu'il l'avait vu sur le torse d'un mec de Silverfish, autre groupe londonien avec qui nous avions partagé une scène, et il m'avait misé dans la lettre qu'il était jaloux de voir que son ami avait un si beau t-shirt. Ce t-shirt en est des glamours, pour la petite histoire. Alors ces contacts épistolaires étaient très importants, car il ne faut pas oublier que dans les années 80-90, téléphoner un groupe au bout de la France, c'était pas donné. Alors qu'un timbre à 2 francs 20, à 33 centimes d'euros. Donc cela permettait de donner des nouvelles, de proposer un concert ou d'en quémander un, d'échanger une photo, une adresse de zine. Alors oui, parfois la réponse se faisait attendre un paquet de jours, mais quoi de plus excitant que de voir passer le gentil facteur, d'ouvrir la boîte aux lettres et de voir que enfin Alex avait répondu à notre missive. Alors parfois les lettres avaient tendance à se perdre. Ainsi pour le Monster of Tagada de novembre 91, nous avions écrit à Suppuration, car nous les voulions absolument sur l'affiche, en compagnie de Massacra, Samel, Dagon et Shud. Pas de bol, le courrier n'est jamais arrivé, et nous nous en sommes inquiétés juste une petite semaine avant. Bon, coup de téléphone à Ludovic ou Fabrice, ma mémoire n'est quand même pas aussi puissante que je le voudrais, et déception, non, le courrier n'était jamais arrivé, et non, le groupe n'était pas disponible samedi prochain. Voilà pourquoi nous n'avons jamais joué avec Suppuration. Mais il y a quand même eu un heureux dans cette histoire, le manager d'Aliester, à qui j'ai proposé que son groupe remplace les cultissimes nordistes. Le boom nous a pas fait prier, et voilà comment nous avons obtenu notre 6e groupe. Et puis il y avait les lettres qu'on n'attendait pas, car c'est le groupe qui nous contactait alors qu'on ne le connaissait pas. C'est là qu'on pouvait mesurer la puissance du tape trading. Quand, au hasard, le batteur d'un groupe du sud de la France, Damien de Shud en l'occurrence, te disait avoir récupéré ta démo chez David de Death Power, et qui voulait donc en savoir plus sur ton groupe, et te demander de la mettre sur la liste de cassettes. Donc le courrier servait aussi à faire le lien avec les amateurs de musique extrême, les gens qui prennent un peu de leur temps et de leur argent pour te commander une démo, un t-shirt, un vinyle. Dans ce secteur, on avait vraiment de tout. Des gars qui écrivaient sur un tout petit bout de papier, 1 ou 2 phrases, en te demandant poliment s'ils pouvaient nous recevoir la dernière démo, en joignant un chèque, ou des fois de la monnaie. D'autres qui sont avec humour, nous envoyaient des pages et des pages, pas forcément pour commander quelque chose d'ailleurs, mais juste parfois pour le plaisir d'écrire. C'est là qu'on sait que finalement, on compte un petit peu pour les gens, et que le contact épistolaire était bien plus fort que les mails. Oui, on a gagné en instantanéité, mais on a perdu en émotion, en contact humain. Ainsi, parmi les fidèles du groupe, certains m'ont envoyé au moins une lettre par mois, ce n'est pas rien. Parfois pour parler de rien, parfois pour faire des demandes sur tel aspect du groupe. Alors, ce qui était intéressant, c'est qu'aucune lettre n'était jamais écrite au hasard. Beaucoup
beaucoup avaient vu notre nom dans les pages de Hard Force, de Hard Rock ou de Metal Hammer consacré au métal français. Ces fameuses petites annonces où on nous disait qu'on avait sorti une démo, qu'on serait en concert à tel endroit. J'ai pas mal de lettres qui commencent par « j'ai vu dans Hard Force », Donc mine de rien, cela veut dire que ces pages étaient bel et bien lues par beaucoup, moi le premier d'ailleurs, et pas seulement pour voir si ce que j'avais envoyé y était, et qu'elles étaient un vrai relais entre public et groupe underground. Dommage que l'immense majorité de la presse se soit contentée de cet acte de charité, si j'ose dire, ne prenant pas le relais quand un groupe sortait de l'ombre. À exception faite de quelques grands anciens comme le Blast et Massacra. Et encore, pour Massacra, il faudra quand même attendre la sortie de Angel of Violence pour avoir une vraie interview du groupe dans un magazine. Le courrier, c'était aussi les fanzines. Alors là, c'est pareil, on avait tout. De la belle lettre appel à la machine, accompagnée d'une interview bien construite, à celle tenant sur une demi-feuille de classeur et dont on devait décrypter les hiéroglyphes pour comprendre les questions. Alors je suis un peu gonflé de dire ça car mon écriture n'était pas terrible et j'imagine que certains rédacteurs de zine ont dû s'arracher les cheveux en tentant de comprendre ce que je leur avais répondu. Mais bon, on répondait à toutes les demandes d'interview, exigeant juste en échange la page où on apparaissait. Certains zines auraient le numéro en question, d'autres ne donnaient plus de nouvelles, et c'est parfois par hasard qu'on voyait que oui, l'interview avait bien été publiée. Les délais étant ce qu'ils sont, vous voyez ma vidéo sur les zines pour mieux comprendre cette phrase, il arrivait souvent, ce que je disais dans les réponses n'était plus trop d'actualité, mais tant pis. Et puis il y avait aussi les cartes particulières de ces zines dont on se demandait sincèrement s'ils existaient. C'était pas une pure invention de petits malins qui grattaient gratuitement des démos. On en recevait assez souvent, la plupart du temps venant d'Amérique du Sud, d'Europe de l'Est, voire d'Extrême-Orient. J'avoue que je n'y répondais pas toujours. Quand la lettre est accompagnée de quelques pages, d'un ancien numéro d'usine, de flyers prouvant l'existence du travail, donc je n'étais plus enclin à envoyer une démo. Je rappelle que même si les frais de port étaient moins importants que maintenant, envoyer une cassette en Colombie ou en Roumanie, c'était quand même pas donné. Parfois je répondais juste à l'interview, en précisant au rédacteur de m'envoyer une cassette vierge, je copiais un maximum de trucs du groupe. Il faut bien avouer que j'ai eu très peu de retours dans ces cas-là, mais bon, difficile de démêler les escrocs, les rip-offs, des mecs sincères, mais disposant de peu de moyens. C'était un petit peu au petit bonheur de la chance. J'ai tout de même quand même récupéré quelques pages sur Assault en espagnol ou en polonais. Après les zines, les radios, il y en avait pas mal en France, chacune cherchait à se distinguer de la concurrence en mettant du son inédit à l'antenne. Comme pour les zines, on avait des très sérieux qui t'envoyaient leur playlist sur des lettres en tête de leur station. Et ceux qui étaient un peu plus rustiques. Alors évidemment, les radios commandaient aussi des cassettes gratuites. Alors on envoyait, pas forcément en mettant la cassette couleur. Par contre, j'ai eu très peu de preuves que notre musique était bien passée sur les ondes. En fait, les seules fois où j'ai entendu du Assault à la radio, c'est quand je participais à l'émission, notamment à Full Metal Paget, l'émission animée par Patrick et Journal de Mortuerie. Mais bon, inutile de jeter la pierre aux animateurs, qui faisaient un sacré boulot de promotion, souvent avec peu de moyens. Bon voilà, au moins eux, ils ne vendaient pas leurs âmes à la pop. Voilà. Et puis, on avait une dernière catégorie de lettres. C'est les lettres qui tout simplement... de gens qui nous écrivaient parce qu'ils avaient envie d'en savoir un petit peu plus sur nous, ou vraiment les gens on sentait que c'est quand quelque part on était un petit peu un lien avec eux. Et c'est vrai que là aussi c'était très sympathique à lire et très sympathique à répondre, parce que bon voilà, on était même à un tout petit niveau, on se disait oui effectivement on compte un petit peu pour quelqu'un. Voilà. Donc des lettres évidemment j'en ai reçu des dizaines et des dizaines et des dizaines durant toutes les licences d'Assault, jusqu'en 94, de tout, je vous dis des zines, des groupes, des fans, des gens qui me demandaient très poliment est-ce que vous pouvez m'envoyer, d'autres beaucoup plus directs. À un moment on avait même dit, pour la première démo, on proposait notre démo contre une cassette vierge et une lettre d'insulte. Voilà, j'en ai reçu des assez gratinés, voilà. Donc voilà pour ce tour d'horizon d'un art qui est désormais tombé en désuétude. Bon, la poste ne sert plus qu'à envoyer les productions des groupes, les zines, les t-shirts. Et même pour payer un LP ou un CD, on utilise désormais PayPal, c'est plus pratique. Bref, le numérique a considérablement facilité la vie de l'amateur de métal extrême, mais au détriment du charme qui faisait l'attente du facteur. Voilà. Alors si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à en regarder d'autres, à la liker. Et surtout, n'oubliez pas que si l'underground reste vivant, c'est parce qu'on s'intéresse à tous les groupes underground. Que ce soit par mail ou par courrier, que l'on regarde ses liens en cash, directement au concert du groupe, ou qu'on lui fasse un virement électronique, c'est parce qu'on chope leur production que ce dernier peut avancer et continuer à nous proposer de la musique. Allez, sur ce, à plus.